16h45, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand dossier. Des avions de l'OTAN abattent un drone dans le ciel de la Lettonie. Dernier incident en date sur le flanc est de l'Alliance, à la frontière avec la Russie. Les inquiétudes grandissent en Europe face à la menace russe. L'Allemagne renforce sa police anti-drone et ses services d'espionnage. Et puis nous irons sur le terrain en Ukraine au moment où chaque camp lâche ses coups. OTAN, Kiev, les nouvelles menaces de Poutine, c'est votre grand dossier ce soir. Nous allons durcir notre méthode afin de démanteler tout ce qui, en Occident, alimente la machine de guerre de l'Ukraine. Et nous sommes déjà en train de le faire. À l'Ouest, cela fait grogner, gémir. D'ailleurs, ça n'est pas une coïncidence si de plus en plus de voix là-bas appellent à une trêve immédiate. Mais ça ne marchera pas. Nous ne nous arrêterons que lorsque les problèmes de fond seront réglés. Quant à s'arrêter là, à l'état actuel de la ligne de contact, ça n'est pas possible. Par rapport à nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ont vaincu le nazisme. On ne peut même pas l'envisager. Et je salue les invités qui vont m'accompagner ce soir. Bonjour Benoît Billon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien militaire, spécialiste des questions stratégiques et l'auteur de l'ouvrage Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif aux éditions Perrin. Elisabeth est toujours avec nous. Elisabeth Shepard-Selam, bonsoir, maîtresse de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, et Grégory Phillips, rédacteur en chef du service international LCI. On va donc parler de ces avions de chasse de l'OTAN qui ont abattu un drone dans l'espace aérien de la Lettonie. Le ministère de la Défense de la Lettonie n'a pas donné d'indication sur l'origine de ce drone. Regardez ces images où on voit les Lettons qui ont lancé des recherches en forêt pour retrouver le drone abattu. L'OTAN a bien sûr ouvert une enquête. C'est le flou pour l'instant, Benoît Billon, sur la réalité de l'origine de ce drone, mais quelles sont les hypothèses possibles? Il y en a deux, c'est soit un drone russe, soit un drone ukrainien. Dans les deux cas, la question c'est pourquoi est-ce qu'il a franchi l'espace aérien de la Lettonie. C'est potentiellement soit une tentative de test, mais c'est peu probable. Le plus probable, c'est en fait soit un dysfonctionnement, d'origine une panne en fait, soit un détournement du drone par les mesures de défense du camp d'en face. Donc par exemple un drone russe qui aurait été brouillé par les Ukrainiens et qui se serait détourné de sa trajectoire, ou à l'inverse un drone ukrainien qui aurait été brouillé par la défense aérienne russe et qui se serait retrouvé à dériver de sa cible. En fait le risque, c'est que ces drones ensuite tombent sur des zones habitées et donc il est normal dans ces cas-là de neutraliser ce type d'appareil. Et on met la carte, Grégory, pour situer cette région de Leningrad, parce que les autorités de cette région, donc on est dans le nord-ouest de la Russie, ont indiqué avoir abattu plus de 50 drones ukrainiens au cours de la nuit. Et donc là, on se rend compte que la Lettonie, en fait, c'est entre l'Ukraine et Leningrad. On voit très bien les trois pays baltes, et ça conforte un peu ce que disait Benoît Billon à l'instant. C'est-à-dire que l'hypothèse d'un drone qui a connu un problème mécanique ou qui a été brouillé et qui a perdu son chemin pour aller s'écraser en Lettonie est une possibilité, puisqu'il y avait une activité aérienne à ce moment-là. Néanmoins, quelle que soit l'origine de ce drone, vous avez quand même un vecteur qui s'est abattu dans un pays de l'Union européenne, dans un pays de l'OTAN, et évidemment ça pose quelques questions, d'où la réaction évidemment de cet avion italien qui a décollé immédiatement pour aller abattre cette menace, parce que ça reste une menace quoi qu'il arrive. Ce qui est inquiétant, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une première. Il y a déjà eu des drones, des missiles qui sont abattus en territoire notamment polonais, roumain, et qu'il y a quand même une multiplication de ces incidents qui laisse penser néanmoins qu'il est aussi possible que ce soit de la part des Russes une volonté de venir chatouiller les frontières de l'OTAN, chatouiller les frontières de l'Union européenne, parce que, encore une fois, ça n'est pas un incident unique et isolé. Ouais, et d'ailleurs, au mois de juin, des rafales français de l'OTAN avaient abattu un drone dans le ciel de la Lettonie, déjà, Elisabeth. Oui, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent dans les pays baltes. Alors là, pour le coup, en plus, c'est la région de Balvi, enfin c'est une municipalité de Balvi qui
juxtapose la frontière. C'est à la frontière russe, ce qui fait que c'est bien évidemment plus à risque. Mais on a vu aussi en Estonie les 2 MiG qui ont dû être reconduits. On voit de plus en plus d'activités avec ces inquiétudes, notamment des pays baltes et la Pologne, de ce type d'activité ou d'une activité, on va dire, de guerre hybride qui pourrait notamment frapper leurs infrastructures critiques. Donc, ce qu'on a vu cette semaine, c'est notamment le renforcement des infrastructures critiques, notamment à Riga, l'appareil hydroélectrique qui est sur la fleuve, et puis aussi tout ce qui est les ports pour la livraison du gaz naturel. La Finlande aussi a décidé de fermer temporairement ciel et mer dans la partie orientale du golfe de Finlande. C'est tout le flanc est de l'Europe qui est le plus exposé à cette menace, Benoît Billon. Oui, tout à fait. En fait, plus il y a une intensification des opérations aériennes au sens large, c'est-à-dire les drones, les avions, les missiles aussi, d'entre les belligérants du conflit russo-ukrainien, plus les pays limitrophes de l'Union européenne, de l'OTAN, sont susceptibles d'être confrontés à ce type d'incident, soit accidentel, soit volontaire, pour tester effectivement les défenses. Et donc il y a une nécessité de maintenir une posture de vigilance sur le flanc est. Et en même temps, il y a bien le risque d'une usure des forces qui sont là, puisque plus il va y avoir une intensification, plus ça veut dire que le rythme opérationnel des armées européennes qui sont déployées dans ces régions-là va s'intensifier, et donc il y a nécessité d'une excellente coordination entre pays alliés pour justement doser l'effort et que ça soit pas certains pays plus que d'autres. C'est pour ça que là, par exemple, c'était un Italien, vous avez parlé de Rafale français, il y a des rotations régulières au sein des pays de l'OTAN pour s'assurer que la charge en fait de protéger notamment les pays baltes qui n'ont pas de défense aérienne en propre, ils n'ont pas d'aviation de combat, eh bien soit répartie entre les différents alliés. C'est une marque de solidarité diplomatique entre les pays européens. On va écouter maintenant le ministre lituanien de la Défense. Alors lui craint que la Russie ne prépare une attaque sous faux drapeau. On l'écoute. Aucune force russe n'est déployée aux abords de la Lituanie. Cela signifie que nous ne parlons pas de menaces conventionnelles. Nous parlons d'une éventuelle opération sous faux pavillon, dans le cadre de laquelle un faux drone ukrainien pourrait être utilisé. Est-ce que c'est un risque qui existe, que la Russie envoie un faux drone ukrainien sur l'un des pays baltes pour laisser penser que c'est pas elle, quoi? Alors les opérations au faux drapeau qui peuvent prendre multiples formes, c'est quelque chose que dans les renseignements américains aussi on citait dans les menaces possibles sur les pays de l'OTAN, notamment les pays baltes, avec qui les États-Unis ont plutôt des bonnes relations. Donc je pense que c'est aussi quelque chose dont on a très peur dans les pays baltes. Moi, j'ai passé une partie de l'été, c'est quelque chose dont ils en parlent beaucoup, notamment parce que, comme on a vu avec la Crimée ou autre, vous avez des grandes populations russophones, à peu près un tiers du pays pour la Lettonie, et donc il y a toujours ces inquiétudes, même d'infiltrés ou en tout cas de choses coordonnées avec la Russie. Et j'ajoute que vous parliez des renseignements américains. Au début de l'été, je crois, le Wall Street Journal a rapporté que les Américains redoutaient que la Russie vienne tester, c'est le mot qui a été utilisé, tester un pays de l'OTAN, pourquoi pas la Lettonie, entre cet automne et 2029. C'est à peu près l'échéance qui est donnée, et je crois que ce sentiment est assez partagé, notamment dans ces 3 pays baltes qui, vous l'avez dit, ont une véritable inquiétude, à tel point que ces derniers mois, on a vu les pays se préparer, renforcer leurs frontières, et dit à l'OTAN, attention, vraiment, nous sommes peut-être les prochains sur la liste. Donc cette inquiétude a été corroborée notamment par les services de renseignement américains. Benoît Billon, sur ce risque d'attaque sous faux drapeau, c'est un risque réel, et si oui, à quelle échéance? Alors, à quelle échéance, c'est impossible de le dire. C'est toujours une possibilité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a, et ça renvoie au propos de Sergueï Lavrov qu'on voyait dans la séquence qu'il y avait juste avant, il y a, je pense, une escalade qui est en train de se jouer sous le seuil du conflit armé direct, mais avec moins de retenue de la part des Russes, très certainement, qui correspond aussi à un appui renforcé des pays européens à l'Ukraine. C'est-à-dire, plus les pays européens se sont substitués aux Américains pour soutenir l'Ukraine, plus les Russes ont accru leurs opérations clandestines contre les pays européens, avec un objectif qui est clair, qui est de diviser
les pays européens, c'est-à-dire trouver le maillon faible, appuyer dessus pour essayer de détricoter cette solidarité. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des moyens militaires visibles, déployés dans les pays, notamment les pays baltes, qui sont les plus exposés aujourd'hui à la menace, pour déjouer cette stratégie. Mais toujours en restant sous un certain seuil de la part des Russes. Oui. Pour l'instant, effectivement, on ne parle pas d'une guerre ouverte, de chars qui vont arriver sur Riga ou Vilnius ou Tallinn, mais effectivement sous une certaine seuil, mais un seuil qui peut être très dangereux. Vous imaginez, dans des pays comme ça, je ne sais pas, attaquer aux infrastructures critiques. C'est des pays qui sont assez petits, donc ça ferait beaucoup de dégâts, notamment pour les populations civiles. Et avec, comme on le cite souvent, la profondeur stratégique. Si vous parlez avec, moi je me souviens d'avoir parlé avec des collègues qui disaient s'il n'y avait pas l'OTAN, les Russes ça prendrait 4 heures pour prendre tout le pays parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur du tout. Donc même la plus petite attaque sur l'électrique, sur le gaz naturel, ça peut avoir des dégâts conséquents dans ces pays-là et ouvrir la brèche à quelque chose d'autre. Et faire pression sur les opinions et les populations, c'est-à-dire créer un sentiment de peur, d'inquiétude qui puisse peut-être faire basculer en défaveur de la poursuite du soutien à l'Ukraine, parce qu'en fait c'est ça que cherchent les Russes. Quand on dit tester l'OTAN, c'est pas tester militairement la capacité de l'OTAN à faire face à l'armée russe, c'est tester la résolution politique de l'OTAN, la solidité des populations et des opinions politiques des pays de l'OTAN et notamment de l'Union européenne. Et c'est bien pour ça qu'il faut se prémunir pour essayer d'éviter le plus possible que cette pression russe puisse être ressentie dans l'opinion. Alors justement, Grégory, on va aller voir vous, Pierre, parce que l'OTAN a régulièrement montré les dents pour défendre ses frontières face à la menace russe. Voilà, regardez, on vous a désigné ici les 32 pays membres de l'Alliance Atlantique et quelles sont les zones les plus menacées par ces tentatives d'intimidation russe. Évidemment, les pays qui sont situés du côté de la Baltique et puis les 3 pays baltes dont on vient de parler, évidemment la Lettonie et puis plus au sud, la Roumanie ou la Pologne. Alors, par exemple, sur l'exemple du drone qui s'est abattu en Lettonie, on le disait tout à l'heure, c'est un avion italien qui a décollé pour abattre ce drone. En juin, c'était des Rafales français. Donc vous avez tout au long de ces frontières des aéronefs travaillant pour l'OTAN qui sont là pour protéger ces frontières avec un nombre de décollages de plus en plus important. Si vous prenez le mois de juillet 2026 et que vous le comparez à juillet 2025, plus 250% d'interception. En un an. En un an. C'est-à-dire qu'évidemment, l'activité aérienne tout au long de ces frontières est de plus en plus importante et une réponse de plus en plus importante avec des drones, des missiles et parfois des avions russes, des MiG par exemple, qui viennent, l'expression est un peu étonnante, mais qui viennent un peu chatouiller les frontières, qui parfois pénètrent un tout petit peu, mordillent dans l'espace aérien européen ou otanien, et ils le font en plus avec des méthodes, ils coupent le transpondeur, etc., ils disparaissent pendant quelques minutes, et ça aussi, ça fait décoller évidemment les avions de l'OTAN pour écarter la menace. Et ce qui a obligé l'OTAN à durcir, finalement, à durcir le ton, renforcer ses règles, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une annonce qui remonte, je crois, au début de l'été ou à la fin du printemps. L'OTAN a transformé sa mission de police aérienne en véritable mission de défense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les appareils en l'air se donnent le droit d'abattre n'importe quel objet qui poserait une menace, les drones et aussi les avions. En fait, ils ont supprimé la consultation politique avant de prendre la décision ou pas d'ouvrir le feu. C'est-à-dire que maintenant, un pilote, s'il perçoit qu'il y a une menace claire, eh bien, il peut ouvrir le feu et descendre le drone ou l'appareil russe. Évidemment, si c'était un avion, ça aurait des conséquences beaucoup plus importantes. Vous imaginez évidemment la réaction à Moscou qui condamne cette politique agressive de l'OTAN. C'est en tout cas ce que dit les autorités russes. Je crois qu'on a une déclaration de Peskov, le porte-parole, là-dessus, qui dit « L'Alliance de l'Atlantique Nord est en réalité un instrument qui a été créé pour la confrontation. L'Alliance ne s'est jamais écartée de cette
cet objectif. Merci beaucoup Grégory. Alors c'est vrai Benoît Billon, on a beaucoup parlé tout à l'heure des drones, mais il y a aussi ces avions militaires russes qui viennent, comme on disait, chatouiller le ciel de l'OTAN. Oui, alors les Russes ont une exclave à Kaliningrad où ils ont des moyens militaires qui sont déployés et régulièrement ils redéploient ces moyens entre la région de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, et donc nécessairement ces appareils transitent par la Baltique au bord de la zone de surveillance aérienne de l'OTAN, et de temps en temps, volontairement ou non, mais en partie volontairement, pour tester les procédures, pour tester les temps de réaction, par exemple, des appareils de l'OTAN, ces appareils franchissent l'espace aérien des États baltes notamment, donc ce qui entretient une pression continue. Alors après, sur la réaction de l'OTAN, il y a quand même une vraie différence, ce que disait Grégory, entre un avion et un drone, puisque un avion, il est piloté, donc les conséquences humaines, si vous abattez un avion russe, sont pas du tout les mêmes. Les conséquences politiques ne sont pas du tout les mêmes que si vous abattez un drone. On peut perdre des drones sans que ça déclenche un incident international majeur. Abattre un avion, c'est franchir un cap. Donc les Russes savent très bien aussi jouer là-dessus. Et les Russes savent très bien jouer là-dessus, et quand ils envoient un avion pour tester l'OTAN, ils savent très bien que la réaction sera un peu en deçà de s'ils envoient un drone qui peut plus facilement être abattu. Alors écoutez, ce que disait Donald Trump, c'était au mois de septembre 2025. Pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens ? Oui, je le pense. Voilà, alors, mauvais conseil. Disons qu'il faut être capable d'assumer les conséquences jusqu'au bout. C'est toujours la même chose. Il y a pour l'instant, de part et d'autre, une volonté, me semble-t-il, de ne pas franchir certains seuils ou de rester dans quelque chose qui soit, en particulier côté russe, quelque chose qui reste non assumable. C'est-à-dire pas avec un drapeau russe clairement sur un avion qui commettrait un acte hostile. Donc le risque, en fait, c'est... Alors, un incident est toujours possible, parce que quand vous mettez des avions de combat de deux pays qui se regardent en chien de faïence dans l'air, vous pouvez toujours avoir un incident. Par exemple, sans parler d'ouverture du feu, une collision aérienne. C'est déjà arrivé au large de la Chine entre un chasseur chinois et un avion américain. Ça a failli se produire en mer Noire. Il y a eu plusieurs incidents qui auraient pu très mal tourner, y compris pour le coup là une ouverture du feu par un avion russe cette fois-ci contre un appareil de l'OTAN. Alors heureusement le missile n'était pas guidé, mais c'est quand même allé assez loin. Et donc il y a une nécessité de déconfliction. Par contre, ça n'empêche pas des opérations clandestines, c'est-à-dire par exemple le drone qui a été découvert avec des explosifs sur l'aéroport de Leipzig, où là officiellement on ne sait pas trop qui c'est, et donc ça permet de rester dans un flou et de tester, voire de faire des dégâts, de commettre des actes hostiles, mais sans que l'attribution politique soit évidente. C'est un petit peu comme les cyberattaques, vous savez pas trop qui y a derrière, et donc ça permet d'être beaucoup plus agressif qu'avec des moyens militaires ouverts et attribués par principe. Elisabeth, du coup, Grégory nous disait que l'OTAN a durci ses règles. Est-ce qu'il faut, face à cette menace, que l'OTAN muscle encore plus sa réponse ? Alors clairement, effectivement, ils ont musclé la réponse depuis quelque temps. Grégory a raison de le dire. Est-ce qu'on peut le muscler encore plus ? C'est bien ce problème de abattre des choses qui ne sont pas toujours assumées. C'est très problématique avec ce que disait Benoît, c'est-à-dire si c'est un avion, moi je pense aux 2 MiG qui sont entrés en Estonie quelques secondes, qui ont été escortés dehors, mais si vous les abattez, ça ouvre une porte que personne n'est aujourd'hui prête à assumer, et pour probablement les bonnes raisons. Ceci étant dit, on voit aussi au sein même des pays baltes, on va dire, un durcissement de la réaction, même jusqu'à virer le ministre de la Défense et puis faire sauter un gouvernement pour dire, nous, maintenant, en interne aussi, il faut avoir une ligne très dure pour dire, on n'accepte plus ça. Et ça aussi, je pense que cette ligne est très importante. Maintenant, est-ce que c'est partagé par tous les Européens ? Bien évidemment que non, mais c'est partagé par les pays sur cette flanc Est qui travaillent ensemble aujourd'hui de plus en plus, et avec les pays scandinaves. Non, mais il y a une réalité très, très terre à terre. Pourquoi, évidemment, il y a une position beaucoup plus dure dans les pays baltes. Imaginez qu'on ait des drones russes qui s'abattent une fois de temps en temps en Alsace.
ou un missile qui viendrait s'abîmer en Franche-Comté. Je pense que évidemment on aurait une inquiétude beaucoup plus forte et sans doute une réaction, en tout cas dans les propos, beaucoup plus musclée. C'est aussi parce qu'ils sont aux premières loges qu'évidemment ils demandent une adaptation à cette menace et un renforcement évidemment des mesures. Alors on va écouter les dernières menaces dans la bouche de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Nous allons durcir notre méthode afin de démanteler tout ce qui, en Occident, alimente la machine de guerre de l'Ukraine. Et nous sommes déjà en train de le faire. À l'ouest, cela fait grogner, gémir. D'ailleurs, ça n'est pas une coïncidence si de plus en plus de voix là-bas appellent à une trêve immédiate. Mais ça ne marchera pas. Nous ne nous arrêterons que lorsque les problèmes de fond seront réglés. Quant à s'arrêter là, à l'état actuel de la ligne de contact, ça n'est pas possible. Par rapport à nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ont vaincu le nazisme. On ne peut même pas l'envisager. Benoît Billon, un certain nombre d'observateurs disent que la probabilité d'une attaque russe massive est peu probable parce qu'il est déjà dans une guerre en Ukraine qui lui coûte cher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la guerre en Ukraine, tant qu'elle dure, rend effectivement très peu probable une confrontation militaire directe entre la Russie et des pays de l'OTAN. Les Russes sont pas irrationnels dans leur conduite. Ils vont chercher, encore une fois, à tester, à affaiblir la résolution, à soutenir l'Ukraine, mais l'enjeu c'est bien cette guerre en Ukraine. Ils n'ont pas envie on n'est pas dans l'Union soviétique voulant envahir l'Europe l'Europe de l'Ouest pendant la guerre froide. C'est pas du tout ça. Il y a une volonté en fait de neutraliser le soutien à l'Ukraine en accroissant la pression, alors pression verbale comme dans les déclarations de Sergueï Lavrov, pression démonstrative avec des vols d'avion, avec des incursions de drones plus ou moins assumées, et puis opérations clandestines, encore une fois, des sabotages, un effort de renseignement. C'est plus ça la menace aujourd'hui. C'est clairement pas une attaque massive, tout simplement parce que la stratégie, la politique russe, c'est aussi de contenir l'effort militaire, y compris en Ukraine, sous un seuil qui reste acceptable pour l'opinion russe. C'est pas de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ça reste une guerre limitée, et donc c'est dans le cadre de cette guerre limitée qu'il y a des seuils qui bougent, probablement aujourd'hui en réaction aussi au fait que les Ukrainiens se sont montrés beaucoup plus agressifs dans leur campagne de frappe en profondeur, se sont montrés capables d'infliger des dommages à des infrastructures économiques en Russie, et donc en réaction, les Russes essayent de aussi durcir leur posture, mais on est dans la posture. Il n'y a pas d'armée de chars prête à rouler sur Riga demain. Les moyens russes sont largement consommés par les opérations qu'ils mènent en Ukraine aujourd'hui. Le fait, Grégory, que ce ne soit pas des attaques frontales, disons qu'on soit dans une zone grise à se demander est-ce que c'est un test, est-ce que c'est une attaque, ça participe de cette stratégie russe ? Oui, on reste sous le seuil, pour reprendre une expression qu'on utilise souvent. Et vous avez raison, le flou qui est entretenu, par exemple, sur l'origine des drones, etc., participe de ça. Après, il y a tout un travail, évidemment, d'investigation. Vous évoquiez le drone de Leipzig qui était doté d'explosifs et qui a touché un Antonov transportant du matériel militaire à destination de l'Ukraine. Évidemment, tout le monde pense que l'origine pourrait être russe, mais il faut que les autorités, notamment du pays, arrivent à le démontrer. Et on est effectivement dans ces moments où la Russie vient nous tester, mais ne va évidemment pas jusqu'au bout de cette démarche en entretenant une espèce de flou un peu artistique. Elisabeth. Cette question d'attribution, et Benoît disait, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les cyberattaques, notamment les cyberattaques russes, sur les infrastructures critiques aux États-Unis ou ailleurs. Ça devient une arme de guerre, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment savoir si c'est le gouvernement russe ou un groupuscule, ou les Chinois ou les Nord-Coréens ou autres, et donc ça devient plus difficile pour nous de répondre, parce que si on ne sait pas que c'est vraiment les Russes, on ne va pas non plus répondre de la même façon que si c'est clairement fait par le gouvernement russe. Ils le savent et ils jouent avec ça de plus en plus. Alors on va écouter le Premier ministre polonais qui a annoncé aujourd'hui l'interpellation d'un citoyen russe. Ce citoyen est accusé d'avoir tenté d'exécuter un américano-ukrainien à Varsovie à la demande de Moscou, si l'on en croit le Premier ministre polonais.
Nous avons arrêté le 7 août un citoyen russe recruté par les services de renseignement russes dont la mission était d'assassiner un Américain et un Ukrainien ici même, à Varsovie. Il représentait une menace pour le régime de Poutine. C'est la première fois qu'une telle situation se produit, où une personne, sur ordre de la Russie, décide d'attaquer un citoyen américain sur le territoire d'un autre pays de l'OTAN, plus précisément en Pologne, à Varsovie. Et je salue les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Vincent Crouzet, ancien agent du renseignement. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Le jour où je suis devenu espion ». Et Antoine Arjakovski, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Je redonne le contexte. On a entendu le Premier ministre polonais qui aujourd'hui a annoncé l'interpellation d'un citoyen russe. Et ce citoyen russe est accusé d'avoir tenté d'exécuter un américano-ukrainien à Varsovie. Et le Premier ministre dit il y a derrière tout ça la main de Moscou. Est-ce que effectivement ça peut aller jusque-là, les opérations de déstabilisation russes ? Les Russes n'ont pas hésité depuis quelques années à assassiner, y compris en Angleterre, des agents qui ont changé de casquette. Donc on se souvient de l'affaire Skripal. Donc c'est devenu monnaie courante en réalité. Il y a une guerre hybride qui est menée par la Russie en Europe depuis plusieurs années et qui va crescendo ces derniers mois. On l'a vu récemment avec l'attentat de Leipzig sur l'aéroport qui a failli faire exploser un Antonov rempli de munitions et d'essence. Donc oui, ça c'est non seulement tout à fait possible, mais c'est une marque supplémentaire du fait que la Russie a deux façons de faire la guerre. Une façon conventionnelle à haute intensité en Ukraine et une autre tout à fait tangible et qui concerne l'Union européenne, qui concerne le Japon, qui concerne les États-Unis, qui est celle de la guerre hybride et qui vise à terroriser, désinformer et au bout du compte détruire, paralyser l'adversaire. Donc on en est là. Et le problème, c'est qu'en Europe occidentale, on n'en est pas conscient. Quand on pense à la guerre en Ukraine, on dit il faut aider les Ukrainiens à se défendre. On n'en est toujours pas conscient. On n'en est toujours pas conscient, j'en suis absolument convaincu. On est conscient du fait que la Russie fait la guerre à l'Ukraine. On n'est pas conscient que la Russie nous fait la guerre directement. Parce que si on en était vraiment conscient, alors ça ferait longtemps que nos aéroports seraient protégés par des systèmes anti-drones, ça ferait longtemps qu'on se serait mis d'accord sur une industrie commune avec les Ukrainiens sur les missiles, ça ferait longtemps qu'on aurait protégé le ciel ukrainien, mais non, on est un petit peu... forcément, on a nos problèmes, on a nos incendies, on a notre canicule, mais la réalité c'est que parce qu'on ne fait pas suffisamment attention à cette guerre hybride qui nous menace directement, la facture risque d'être beaucoup plus chère dans les mois à venir. Vincent, tout à l'heure, on parlera du drone, effectivement, en Allemagne. Mais pour revenir au sujet des tentatives d'attentat, en Allemagne aussi, il y a eu cette histoire-là, contre le directeur, le patron d'une entreprise de production de drones. On en a parlé la semaine dernière. Oui, Stefan Thumann en Bavière, donc l'entreprise Donenstahl, rappelant d'ailleurs les menaces qui pesaient sur Armin Papperger, donc le patron de Rheinmetall, qui est la très grosse boîte de défense allemande. Oui, les Russes n'hésitent pas. Alors, le problème, moi, je n'arrive pas à comprendre ou à évaluer vraiment le gain pour eux dans le cas où cette tentative d'assassinat réussirait. Effectivement, c'est créer une espèce d'atmosphère de menace permanente, mais c'est extrêmement risqué pour eux aussi. Imaginons que l'une de ces tentatives d'assassinat réussisse, il se passe quoi ? Évidemment des rétorsions européennes extrêmement fortes, plus de sanctions, et éventuellement même rendre aux Russes la monnaie de leur pièce. Donc je ne comprends pas trop ces tentatives. Pour moi, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Et mais néanmoins, ils ont les capacités d'opérer. Apparemment, ils utilisent effectivement soit des proxys, soit des agents jetables, y compris pour ce type d'opération. On l'avait vu notamment dans l'attentat des Jouy à Roissy en juin 2024, avant les Jeux Olympiques, où un Ukraino-russe avait été interpellé dans un hôtel en train de bricoler du Semtex ou un explosif de ce type. Ce sont plus des tests de vulnérabilité finalement à la hauteur de ce qu'ils font avec les drones. C'est exactement finalement le même type d'opération.
et surtout, ils ne prennent pas de risques, c'est-à-dire qu'ils n'engagent pas du personnel spécialisé russe pour ce type d'opération, type SBU ou GRU. Juste sur la Pologne, Elisabeth, avant la réunion de l'OTAN, il y a quelques jours, les services de renseignement se sont inquiétés d'une possible opération de déstabilisation de la Pologne. Oui, alors en Pologne, ils sont particulièrement, on va dire, c'est sensible, c'est-à-dire comme les pays baltes, et ils partagent d'abord une frontière avec Kaliningrad, entre autres, donc c'est un cible, on va dire, privilégié des Russes, et on peut imaginer, comme l'Allemagne, il faut dire que tout passe aussi par la Pologne. Aujourd'hui, pour entrer en Ukraine, notamment pour les munitions qui viennent de l'OTAN, je pense que la plupart maintenant beaucoup passent par train par la Pologne. Donc effectivement, c'est un cible idéal. Alors, on se souvient de ce drone explosif qui a été retrouvé, Grégory, à côté d'un avion ukrainien, donc sur l'aéroport de Leipzig. Et en fait, cet aéroport, c'est un hub logistique très important pour l'OTAN. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'image de cet avion Antonov. C'est un énorme avion qui était bourré de matériel militaire et de carburant. Et effectivement, on a mis la main sur ce drone qui était chargé d'explosifs, qui a, je crois, touché l'aile ou une petite partie de l'avion sans exploser. Voilà le type d'appareil concerné. Et effectivement, c'est un hub pour la livraison du matériel à destination de l'Ukraine. Imaginons une seule seconde que ce drone ait fait exploser cet avion et peut-être les avions voisins, puisque ce sont évidemment des appareils remplis de kérosène. Ça aurait été d'abord une catastrophe et un signal extrêmement grave qui aurait sans doute amené une réponse, je l'espère, extrêmement dure des autorités allemandes et européennes. Heureusement, le drone a été repéré. L'action n'a évidemment pas été revendiquée, d'où ce problème d'attribution dont on parlait à l'instant, mais évidemment, vu qu'il y avait du matériel ukrainien, tous les regards se sont tournés vers Moscou. On est passé à 2 doigts de la catastrophe sur cette affaire-là. En termes de dégâts, oui, c'est évident. Un avion, d'abord, c'est fragile, parce que comme c'est fait pour voler, c'est quand même fait en matériaux assez légers, et donc c'est pas blindé. Donc vu la quantité d'explosifs qui étaient là, la quantité de carburant et potentiellement s'il y avait des munitions à bord, il est probable que l'avion lui-même aurait été certainement détruit, mais il y aurait eu des dégâts autour et donc potentiellement aussi des pertes humaines dans les personnels qui se trouvaient là et qui entretiennent les avions. Donc ça aurait été un coût réel au flux logistique qui alimente l'Ukraine. J'ajoute que des avions comme ça, il y en a très peu. La production est arrêtée. Il en reste un peu plus d'une vingtaine en service. Donc en détruire même 1 ou 2, ça fait déjà un gros coup porté aux livraisons à l'Ukraine, qui sont aujourd'hui sur certaines catégories de munitions. Je pense notamment aux munitions de défense aérienne. C'est du flux tendu. Donc même si vous les arrêtez pendant quelques semaines, ça va avoir un impact sur le terrain. Vincent. Et fait aggravant, apparemment, dans l'un des 2 Antonov, il y avait du matériel français, de l'armement français qui était à destination de l'Ukraine. Elisabeth parlait tout à l'heure du rail, donc le matériel est acheminé par voie aérienne jusqu'à Leipzig et ensuite prend la route ou bien le rail jusqu'en Ukraine. Ou alors il y a encore une étape pour aller à Cracovie, un peu plus loin, en Pologne. C'est tout à fait possible. Cracovie, qui est à 200 ou 300 km de Leipzig, apparemment, à vol d'Antonov, si j'ose dire. Et donc ils ont fléché quelque part, l'itinéraire de l'aide européenne, notamment française, à l'Ukraine. Et ça, c'est significatif. Alors, on va écouter la réaction quelques heures après cet événement du ministre de l'Intérieur allemand. Nous sommes ici confrontés à une opération qui pourrait également impliquer des puissances étrangères. Ce point fera l'objet d'enquêtes. Il s'agit clairement d'actions visant à semer un climat d'incertitude important en Allemagne, pas seulement dans les aéroports, mais aussi dans d'autres lieux. Ces actions ne se limitent pas aux drones. Antoine Arjakovski, dans la presse allemande, Bild notamment, dit que de l'ADN a été retrouvé sur ce drone explosif et mènerait vers une piste russe. À ma connaissance, dans la bouche des autorités, on ne parle jamais de la Russie. Pourquoi ? Est-ce que c'est de la prudence ? Est-ce qu'on attend les résultats de l'enquête, ou est-ce que c'est pour éviter une escalade ? C'est tout ça à la fois. C'est effectivement de la prudence, de la crainte, d'une certaine lâcheté aussi. Effectivement, si on nommait les choses, et on sait bien que ça peut être que des Russes
qui font ça. D'autant plus que maintenant il y a des preuves tangibles qui le montrent. Eh bien immédiatement, pour les Allemands, ce serait, mais pour les Français c'est pareil, c'est comme ça qu'on réagit depuis des années, la crainte que ça produise une escalade. Mais l'escalade, elle est déjà là. Je veux dire, il y a déjà des attaques qui sont faites contre les intérêts souverains des pays européens. Donc moi, personnellement, c'est la raison de la tribune que j'ai publiée récemment dans Le Monde, je considère que le temps est venu de répondre au coup par coup. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on voit ce type d'attaque comme à Leipzig, le lendemain, il faut que le système téléphonique du Kremlin soit piraté, ou les systèmes informatiques de l'état-major russe soient piratés. On est capable de faire ça. Simplement, on le fait pas par crainte de cette fameuse escalade, alors que l'escalade, elle est déjà maximale du côté russe. Donc moi, là, pour l'instant, c'est passé l'enquête de la procurature régionale à la procurature nationale. Ça va encore durer des mois et des mois. C'est pas comme ça qu'on réagit face à Poutine. Poutine, il a vraiment la logique bolchevique dans la tête. Avance avec ta carabine, si le mur ne t'arrête pas, tu continues à avancer. C'est comme ça que les Russes avancent. Donc je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en France et en Europe que la seule façon d'arrêter ça, et la façon la plus économique d'arrêter ça avant qu'il y ait une grande catastrophe qui se produise en France ou en Allemagne ou ailleurs, c'est de réagir directement, et pas simplement en aidant les Ukrainiens, en leur envoyant quelques drones, mais en agissant directement en Russie. Et j'étais content de voir que tout de suite après la tribune dans Le Monde, un autre spécialiste allemand ait dit exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a maintenant une volonté du côté des Européens de réagir, et simplement il faut que ça arrive maintenant aux autorités politiques. Or le problème, c'est qu'il va y avoir des élections au mois de septembre en Allemagne, des élections législatives. On sait qu'on va avoir des élections en France au printemps, et donc les candidats sont comme tétanisés. Merz est toujours en vacances, il n'est pas sorti de ses vacances. Le ministre de l'Intérieur en est sorti, mais pas Merz. Donc ça veut dire, voilà, c'est assez facile pour les partis radicaux de dire, Macron fait du jet ski, Merz est en train de se balader avec sa famille, alors qu'on frôle des catastrophes. Voyez. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, Benoît Billan, sensibles ? Là, on a vu la facilité finalement pour ce drone de venir sur cet aéroport. Est-ce qu'en Europe, il y a d'autres lieux qui sont très mal protégés et qui sont des lieux sensibles dont il faudrait rehausser la sécurité ? Il y en a beaucoup d'autres, et justement, c'est le problème, c'est qu'il y en a trop en comparaison des moyens qu'on a aujourd'hui de les protéger. S'il fallait sécuriser la totalité de nos aéroports, mais même la totalité des bases aériennes militaires, qui ne sont pas aujourd'hui protégées contre des menaces type drone, une opération comme l'opération Spiderweb qu'ont menée les Ukrainiens sur les bases aériennes russes, l'OTAN y est tout autant, sinon peut-être même plus, vulnérable, parce qu'on n'a absolument pas aujourd'hui les capacités déployables rapidement pour faire face à ce type de menace. Et c'est ce qui explique aussi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de lâcheté, je pense que ce qui explique la retenue des autorités politiques européennes, c'est bien le fait que aujourd'hui, on n'a pas nécessairement la capacité d'aller sur une escalade comme celle-ci, parce qu'on a des trous significatifs dans la raquette, pour le dire familièrement, et que l'effort de rattrapage qui commence, déjà il n'est pas parfait. Je pense qu'on sous-estime énormément la nécessité de la défense contre les drones. On s'adapte sur les drones, mais on sous-estime la défense contre les drones. Et l'outil industriel pour remonter en puissance et les investissements budgétaires, pour le moment, ne sont pas là. Elisabeth. Alors justement, ces questions des infrastructures critiques, c'est-à-dire les aéroports, les bases militaires, tout ce qui est énergétique aussi. Les usines d'armement. Et les usines d'armement, on a vu à quel point, et c'est pas que en Europe, on a vu aux pays du Moyen-Orient, des pays du Golfe, on le voit aux États-Unis aussi, à quel point c'est notre faiblesse, entre guillemets. Alors, depuis ce qui s'est passé à Leipzig, effectivement, on a vu, par exemple, dans les pays baltes, un peu de renforcement sur certaines infrastructures critiques, mais les drones, aujourd'hui, n'importe quel aéroport, il y a beaucoup d'infrastructures, ça prend de l'argent, ça prend de la connaissance aussi. Enfin, on voit les pays du Golfe, par exemple, se tourner plutôt vers les Ukrainiens pour être aidés, pour renforcer, mais même, on voit quand même les Ukrainiens taper sur Wildberries, vous imaginez, les Iraniens ont tapé, par exemple,
sur les data centers d'Amazon dans les pays du Golfe. Ça a causé beaucoup de dégâts. Vous imaginez que les Russes aujourd'hui font la même chose avec, par exemple, Amazon ou autres en Europe. On a beaucoup de choses à protéger et c'est assez problématique aujourd'hui. Et dans le sillage de cette attaque, l'Allemagne a renforcé sa police anti-drone avec 2 fois plus d'effectifs, 2 fois plus de sites aussi pour essayer de gagner en réactivité. Visiblement, il s'est passé quelque chose, non, du côté allemand dans la prise de conscience. On en parlera tout à l'heure aussi. Ils ont renforcé leur service d'espionnage. Bon. Non, mais les Allemands, eux, à la différence de la France, ça fait longtemps qu'ils ont signé des joint ventures avec les Ukrainiens pour produire des milliers de drones en Allemagne, ce que nous, on n'a pas encore fait véritablement. Même si au 14 juillet, avec la coalition des volontaires, on a lancé des coopérations militaires, mais pas au point de produire des dizaines de milliers de drones sur le sol allemand. Donc c'est vrai que les Allemands ont un temps d'avance sur nous. Mais ce que je voudrais dire par rapport à notre discussion de tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas non plus surexagérer la puissance russe. Voilà, on craint souvent en France les capacités de réaction. Mais si jamais réaction il y avait et qu'on arrivait à prouver que c'est bien un drone russe qui a tiré sur tel ou tel aéroport français, là c'est acte de guerre, là on réagit. Là pour la Russie, ce serait un risque énorme, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la Russie est dans un état de faiblesse profond. Sur le plan économique, on l'a vu cet été, ils sont en train de perdre la Crimée, il y a plus d'essence nulle part. Là, ils ont interdit le parti Yabloko, le seul parti anti-guerre en Russie, parce qu'ils craignaient que ce parti ait la majorité des voix pendant les élections législatives qui vont avoir lieu au mois de septembre en Russie, pour qu'un pays considère sa propre population comme terroriste, parce que maintenant il y a des milliers de Russes qui sont accusés d'actes de terrorisme. Pour qu'un pays interdise le seul, et pourtant ce parti-là, c'est pas un parti véritablement dissident, le parti de Yavlinsky, mais pour qu'il soit interdit, pour que Poutine ait tellement peur de se faire encercler par les Japonais et par les Canadiens et les Américains pour aller jusque dans les îles Kuriles, apporter sa menace, ça montre qu'il y a une grande fébrilité du côté russe, une grande fragilité. Nous, bien entendu, on voit Leipzig et on voit ce qui se passe avec les avions attaqués en Ukraine, etc. Mais dans la durée, avec un peu de distance, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est terrible à dire, c'est que le régime russe est acculé, il en est d'autant plus dangereux, mais il est particulièrement fragile en ce moment. Donc c'est pour ça que cet hiver, pour moi, est un hiver de tous les dangers, mais il faut aussi arrêter de craindre l'ours russe, quoi. Mais parfois, vous avez des opérations, encore une fois, qu'on attribue aux Russes sans en avoir tout à fait la preuve, qui sont de basse intensité, mais qui peuvent créer un trouble chez nous. Souvenez-vous de ces drones qui survolaient les aéroports, notamment de l'Europe du Nord, il y a quelques mois, en Allemagne, au Danemark également, et on se demandait tous d'où viennent ces drones, comment sont-ils arrivés, sont-ils arrivés par la mer. Ça a provoqué un bazar dans le ciel européen pendant quelques jours, et c'était l'affaire de quelques drones qui avaient été peut-être lancés par des paquebots qui passaient au large, etc. Donc parfois il suffit de pas grand-chose pour nous provoquer une inquiétude chez nous et un désordre relativement important. Pareil pour les survols de drones au-dessus des lieux sensibles en France. Enfin, on s'est quand même beaucoup interrogé pour savoir comment des drones pouvaient aller survoler telle ou telle base militaire à Chalon ou se rapprocher de l'île Longue, etc. Alors ça n'a pas de conséquences graves comme ça aurait pu en avoir à Leipzig, mais ça crée un désordre très important néanmoins dans tous les pays qui sont confrontés à ça. On va écouter le ministre de l'Intérieur allemand qui a décidé de renforcer les services de renseignement. Nous inaugurons une nouvelle ère pour nos services de renseignement. Nous transformons nos services de renseignement en véritables services secrets. Avec cette réforme des services de renseignement, nous révolutionnons véritablement l'architecture de sécurité de l'Allemagne, car pour la toute première fois depuis la création de ces services, nous leur permettons de se voir attribuer des pouvoirs opérationnels. Qu'est-ce qui va changer concrètement, Vincent Crouzet ? D'abord, il faut expliquer un peu la réserve historique
des Allemands à muscler leur service de renseignement. Malheureusement, il y a un lourd passif, puis il y a une lourde histoire mémorielle. À la fois la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis la Stasi à l'époque de la RDA et de la DDR, qui était certainement le service de sécurité intérieure le plus puissant, le mieux organisé, malheureusement, qui ait pu exister peut-être dans l'histoire de l'humanité. Donc, oui... Donc ils partent d'un peu plus loin que certains des voisins, c'est ça ? Ils ont voulu rompre avec une certaine tradition qui était assez redoutable. Et puis, ils ont un autre problème, c'est qu'ils sont très légalistes. Antoine en parlait tout à l'heure. Ils se retranchent toujours derrière la loi. Or, l'essence d'un service de renseignement, c'est d'organiser des opérations illégales, être dans l'illégalité. Le directeur général de la sécurité extérieure en France, il prend peut-être une 50aine de décisions illégales chaque jour. Mais pour protéger la nation française. Passer une frontière sous identité fictive, sous légende, c'est illégal. Franchir un contrôle aéroportuaire avec un faux passeport, c'est une action illégale. Et ça, les Allemands ne le font pas. Ils se refusaient à le faire, sauf dans des occasions assez exceptionnelles. Ils ont 2 services de renseignement, donc le BFV et le BND. Donc le BFV, c'est le service... Alors je vous passe sur l'allemand, comme je vais éviter de savonner les germanophones. Voilà. Et donc, le BFV, c'est l'équivalent de la DGSI, c'est le service de sécurité intérieure. Ouais. Le BND, c'est le service de renseignement extérieur. Il y a aussi le MAD, qui est le service de renseignement militaire allemand, très connecté avec les services de renseignement américains notamment. Et pour l'instant, par exemple, notamment le BFV, il se cantonnait essentiellement sur la surveillance des individus et des systèmes numériques, sur l'analyse et sur l'évaluation des menaces, mais absolument sans opération offensive. Oui. Et là, le ministre a demandé de passer à un cap supérieur, c'est-à-dire l'infiltration des systèmes, à la fois numériques, mais aussi éventuellement des réseaux humains sur le territoire allemand, et prendre des contre-mesures offensives justement pour contrer la menace russe sur le territoire allemand. Merci beaucoup Vincent. Je vous libère parce que je crois que vous avez beaucoup à faire, et on va aller sur le terrain, on va aller en Ukraine. La Russie lâche ses coups et l'Ukraine aussi lâche ses coups. Les forces ukrainiennes ont lancé cette semaine une vague de missiles et de drones sur un port stratégique de la mer Noire, Novorossiysk. Merci beaucoup Gwendoline de Bono d'être avec nous. Vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine. Cette attaque, elle a fait des dégâts importants sur des navires russes et sur des infrastructures céréalières également. Oui, tout à fait. Et cette attaque à Novorossiysk, qui était une attaque combinée de drones aériens, des drones marins également, et puis également des missiles, elle s'inscrit dans un contexte qui est celui de cette bataille de la mer Noire, qui n'a vraiment jamais cessé, mais là qui est capitale pour les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ciblage méthodique de la part des forces russes des 3 grands ports ukrainiens qui s'est accéléré depuis cet été. Il y a eu depuis juillet 130 frappes sur les 3 grands ports ukrainiens. C'est énorme, et quelles conséquences ça a ? Ça fait que, si vous voulez, les compagnies maritimes, elles évitent ces ports, et qu'une grande partie des exportations de céréales sont aujourd'hui à l'arrêt, en tout cas ne peuvent plus transiter par les ports ukrainiens, ce qui est un gros problème en Ukraine, puisque là on arrive à la période où l'Ukraine commercialise sa récolte, et donc l'Ukraine ne peut pas se permettre de rester dans cette situation. C'est la raison pour laquelle les forces ukrainiennes ont frappé ce port de Novorossiysk, pour mettre également à l'arrêt les terminaux d'export céréaliers. Et si vous voulez, l'idée des Ukrainiens, c'est quoi ? C'est de dire aux Russes, si vous nous imposez ce blocus de facto, nous aussi on fera la même chose. Les Ukrainiens voudraient obtenir un cessez-le-feu en mer Noire. Ça a été proposé par un pays tiers à la Russie, qui tout à l'heure, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a répondu qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Donc il faut s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à avoir une augmentation des frappes ukrainiennes sur les ports russes, et de voir cette bataille de la mer Noire continuer. Merci beaucoup Gwendoline de Bono avec Éric Jossé. Benoît Billon, on va revenir sur les déclarations, les images aussi de cette attaque. Les Ukrainiens ont déployé en plusieurs vagues des drones
Palianitsia, vous me direz de quoi il s'agit, des missiles Neptune, des drones Firepoint et des drones navals, et c'est ce qu'a bien précisé Zelensky. On va peut-être voir sa citation. Donc des vagues comme ça, et les défenses anti-aériennes russes ont fonctionné, on va le voir sur les images, mais évidemment n'ont pas réussi à tout intercepter. Non, ce type d'attaque en fait repose sur 2 modes d'opération pour arriver à passer et à infliger des dégâts. Le premier, c'est la conjugaison de différents types de moyens, donc des drones aériens, des drones navals et des missiles. Donc des moyens qui arrivent de milieux différents. Vous en avez qui arrivent par la mer, d'autres par les airs, qui vont à des vitesses différentes, qui ont des trajectoires de vol différentes et qui peuvent éventuellement arriver par des géométries différentes. C'est-à-dire qu'un drone, vous allez pouvoir peut-être lui faire le tour pour qu'il arrive depuis le territoire russe vers la cible, d'arriver depuis la mer Noire vers la cible. Donc tout ça complique énormément, et les 2 camps font la même chose. Les Russes font exactement pareil quand ils s'en prennent à l'Ukraine. Et les 2 camps essayent de multiplier les vecteurs pour saturer les défenses. Le deuxième levier de ces attaques, c'est la masse, et c'est notamment à ça que servent les drones, qui sont des moyens qui sont peu coûteux, qu'on peut produire en série, qu'on envoie par vagues successives, et au bout d'un moment, je dirais quasiment statistiquement, vous en avez qui arrivent à passer. Si les défenses se sont configurées pour faire face à des drones et à des missiles, peut-être que c'est par la mer que vous allez arriver à passer et à faire des dégâts. Et donc il y a toujours alors ça demande un énorme effort de coordination, ça demande des moyens de télécommunication importants. La question se pose, puisqu'on est en bordure de la mer Noire, de savoir si les Ukrainiens ont pu avoir recours au système satellitaire Starlink. On sait qu'ils ne peuvent pas le faire au-dessus du territoire russe, mais là, peut-être que la proximité de la mer Noire leur a permis de le faire. Et donc, ce sont des attaques qui sont par nature difficiles à contrer. Pour autant, c'est pas pour autant que les Ukrainiens ont partie facile, parce que les Russes ont une expertise historique dans le domaine de la défense aérienne, de la défense antimissile, et qui ne cesse de se renforcer. Le jeu étant aussi, le jeu c'est une façon de parler, la tactique étant de varier les cibles, c'est-à-dire ils ont frappé beaucoup la Crimée pendant un temps, ce qui a poussé peut-être les Russes à concentrer une partie de leur défense sur la Crimée, et là ils frappent Novorossiysk, qui est à proximité, mais qui n'est pas exactement au même endroit, et donc une partie des moyens antiaériens sont peut-être mal positionnés pour faire face à ce type d'attaque. Donc on va voir dans les semaines qui viennent, les Russes vont certainement riposter sur Odessa et les ports de la mer Noire pour essayer de faire pression sur les Ukrainiens, et les Ukrainiens vont essayer de jouer cette pression, et on verra ensuite s'ils arrivent à obtenir leur objectif, qui est effectivement un cessez-le-feu, au moins sur la partie céréalière, pour permettre les exportations avant l'hiver. Alors, les Ukrainiens et les Russes sont des gros exportateurs de céréales, du maïs, du blé. À quel point la montée en tension des attaques du côté de la mer Noire impacte les exportations de céréales, les marchés mondiaux? Mais c'est énorme. Et là, on retrouve vraiment un niveau d'inquiétude qu'on pouvait avoir en 2022, au début de la guerre à haute intensité sur toute l'Ukraine, puisque là, l'Ukraine ne peut plus exporter que 30% de ses céréales. Ça veut dire, même si on arrivait à calmer le jeu, à exporter via la Roumanie, par le train, par le Danube, il y a 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui vont rester sur place, qui vont pourrir dans des stocks, Ouais. Et donc ça veut dire tous les pays de l'Égypte jusqu'à la Malaisie qui sont censés importer ce maïs, ce blé, ces céréales ukrainiennes ne pourront pas. Donc la double conséquence, c'est qu'il va y avoir non seulement une inflation très importante, mais aussi des risques de famine, de malnutrition et de toutes les conséquences terribles lorsqu'on peut plus exporter du grain. Donc voilà, la réponse ukrainienne sur Novorossiysk, elle est audacieuse, mais c'est vraiment un réflexe de survie. J.D. Vance avait appelé Zelensky pour lui interdire de faire ça. Oui. Et si Zelensky s'est décidé à bombarder le port de Novorossiysk, c'est parce que c'est à la fois pour l'économie ukrainienne vital
d'exporter ces céréales, mais je dirais pour l'économie mondiale, vitale de pouvoir importer le blé, le maïs ukrainien. Qu'en disent les Américains, Elisabeth ? Pour les Américains, il y a bien évidemment cette question de prix et la hausse des prix, ce qui est ce que les Américains, en tout cas l'administration américaine évoque beaucoup. Mais cette question, on se rend compte à quel point c'est pas simplement une question Occident, États-Unis, Europe. On parle vraiment d'une crise alimentaire qui pourrait, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et bien au-delà, on parlait de la Malaisie, aller très loin. On parle de 2 pays qui fournissent 30% des exportations du blé mondial. C'est quand même énorme. Donc effectivement, les prix vont augmenter, mais au-delà de cette plainte du gouvernement américain, il y a une véritable réflexion à avoir sur cette crise alimentaire qui pourrait toucher certains pays et bien évidemment bien au-delà de la guerre qui a lieu actuellement. Pourquoi on n'en parle pas encore beaucoup, Antoine ? Pourquoi on ne parle pas beaucoup de cette crise à venir ? Oui, de la crise alimentaire qui pourrait arriver, parce que vous nous dites quand même qu'elle pourrait être à la hauteur, en tout cas que les craintes sont à la hauteur de ce qu'on a vécu en 2022. Oui, parce que voilà, on a toujours le nez sur le guidon et on voit pas les conséquences qui vont se faire sentir dans les pays dans 3 mois, on va dire. Mais je pense que c'est important dès aujourd'hui d'alerter là-dessus, parce que c'est vrai, et c'est la raison pour laquelle la Turquie aussi, parce qu'on pense que c'est la Turquie qui a fait cette demande de trêve à la Russie en ayant l'accord des Ukrainiens, mais c'est bien la Turquie qui a porté le message. S'ils le font, c'est parce qu'ils voient non seulement ces risques de dégradation des exportations partout dans le monde, mais aussi le risque d'une internationalisation du conflit en mer Noire, ce qui pour la Turquie est aussi gravissime. Donc voilà, je pense que c'est d'autant plus terrible que de voir Lavrov aujourd'hui et Poutine hier dire que c'était le cadet de leurs soucis et qu'ils allaient continuer à bombarder Odessa, à bombarder tous les ports ukrainiens de la mer Noire. Ça montre le cynisme absolu de la diplomatie russe. Pardonne-moi, d'ailleurs c'est la Turquie qui à l'automne 2022 avait réussi à obtenir un moratoire de quelques semaines, finalement qui avait volé en éclats, mais vu l'urgence de la crise alimentaire qui se profilait, avait dit aux 2 belligérants, attention, sur les exportations de céréales et de blé, il faut laisser passer le blé, il faut laisser sortir. Et c'est effectivement sans doute la Turquie qui a transmis la proposition ukrainienne d'un cessez-le-feu, ou en tout cas d'un moratoire pour l'instant sur les bombardements de navires en mer Noire, avec une réponse du Kremlin, pour l'instant une fin de non-recevoir. D'ailleurs, Benoît Billon, on va le voir en image, un navire turc a été endommagé par les frappes, le Nadezhda, ces derniers jours, et le pays, du coup, a restreint son trafic commercial, a demandé un moratoire, a peut-être joué un rôle effectivement dans cette demande de trêve. Oui, en fait, la mer Noire est devenue aujourd'hui un espace, une grande zone grise, c'est-à-dire un endroit où on ne peut pas circuler librement. Le trafic maritime est perturbé par les frappes des 2 camps. Les frappes russes ont contraint les Ukrainiens à cesser complètement les exportations de céréales. J'ajoute que comme le niveau d'eau du Danube est bas, ça complique aussi la possibilité d'utiliser le Danube pour exporter le blé ukrainien. Et donc la seule voie qui reste ouverte aujourd'hui, c'est la voie ferroviaire vers la Pologne. Mais d'une part, elle est limitée en capacité et elle a aussi d'autres fragilités, puisque les Russes en parallèle mènent aussi une campagne de frappe contre les locomotives et les installations ferroviaires ukrainiennes, puisque ça sert aussi à la logistique militaire. Et donc de leur côté, les Ukrainiens, eux, ont commencé à frapper les pétroliers russes, puisqu'il y a là on parle des céréales, mais il y a aussi des exportations d'hydrocarbures. Et c'est notamment vis-à-vis de ça que J.D. Vance, très sensible au cours du pétrole en ces périodes préélectorales aux États-Unis, a demandé à Volodymyr Zelensky d'arrêter les frappes pour ne pas que ça risque de s'ajouter au problème du détroit d'Ormuz pour faire croître les cours pétroliers. Donc il y a la guerre pour la mer Noire aboutit aujourd'hui à ce que cette mer soit devenue un gigantesque no man's land pour le trafic civil et également pour les opérations militaires. C'est-à-dire que les seules choses qui arrivent à bien passer, c'est des petits bateaux.
et des drones. Les Russes, Novorossiysk, c'est aussi une base navale. Il y a un certain nombre des bâtiments militaires russes qui sont basés là-bas, qui ont été endommagés par l'attaque. Les ports de Crimée ne sont plus accessibles aux grandes unités russes. Il y a des petits bateaux, mais ça va pas plus loin. C'était l'un des derniers bastions de la flotte russe. C'était en fait le port de repli de Sébastopol. Historiquement, Novorossiysk, c'est le port de repli de Sébastopol. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont pris Sébastopol, la flotte russe de la mer Noire s'est repliée à Novorossiysk et a opéré depuis là. Là, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, avec les drones, avec les missiles ukrainiens, c'est un port qui n'est plus une base de repli, mais qui est en fait un avant-poste lui aussi. Et donc la marine russe se retrouve confrontée au problème de ne pas avoir de port protégé, préservé, d'où mener ses opérations. Donc de ce point de vue-là, quand on regarde la carte, les 2 tiers occidentaux de la mer Noire sont aujourd'hui interdits de fait aux navires russes. Donc ça, c'est à mettre au crédit de l'Ukraine. Le problème, c'est que l'Ukraine ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des drones et des missiles de l'autre côté, bénéficier de cette interdiction des eaux à la marine russe pour exporter ses céréales, également ses métaux. Il y a aussi l'industrie sidérurgique ukrainienne qui aujourd'hui exportait beaucoup par ce biais-là et qui se retrouve confrontée au blocage de ses exportations. Donc il y a un vrai péril sur l'économie ukrainienne qui est déjà évidemment très fragile à cause de ces opérations. C'est probablement pour ça que les Russes vont continuer. Antoine. Oui, deux choses. D'abord, ça fait du bien quand même de voir des cartes et de comprendre que la Russie n'a pas que Sébastopol pour aller vers les mers chaudes. Souvent, il y a quelques années, on disait Sébastopol fait partie de la Russie parce que c'est le seul port qui leur permet d'aller vers les mers chaudes. Et là, on voit bien avec l'actualité autour de Novorossiysk que c'est pas vrai du tout, qu'ils ont Novorossiysk et qu'à partir de là, ils peuvent exporter leurs céréales, leur pétrole. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Poutine est allé sur les îles Kouril, qui est un voyage qui fait beaucoup parler en Asie-Pacifique, parce que demain, c'est l'anniversaire de la fin de la guerre du Pacifique, le 15 août 1945, et donc c'est vécu comme une provocation au Japon. Mais pourquoi il va là-bas? Non seulement pour provoquer les Japonais, mais aussi pour leur dire, si vous touchez à nos pétroliers qui passent, notre fameuse flotte fantôme, qui passe par les détroits et vers l'Est, eh bien, nous répliquerons. C'est la phrase principale qu'il a dit quand il est allé sur les îles Kouril. Pourquoi? Parce que là, il comprend que la mer Noire est fermée pour lui maintenant. Il peut plus exporter son pétrole. Donc, comme les Chinois, les Indiens ont absolument besoin du pétrole russe, donc ça va passer par la mer du Nord et descendre vers la Chine qui reçoit 40% des recettes des exportations russes. Donc c'est évidemment très important pour les Russes. S'ils perdent le marché chinois, s'ils sont plus capables de fournir du pétrole chinois, à ce moment-là, c'est la fin du budget russe. D'où voilà le balancement. Les gens sont étonnés pourquoi Poutine interrompt ses vacances pour aller justement sur les îles Kouril, parce que ça devient difficile pour lui. La mer Noire est bloquée. Alors on va maintenant parler des forces et des faiblesses de l'armée ukrainienne. Thomas Schnell nous a rejoint. Après plus de 4 ans de guerre face à la Russie, l'armée ukrainienne est devenue l'une des plus puissantes au monde dans la maîtrise des drones. Et récemment d'ailleurs, elle s'est illustrée dans un exercice contre l'armée américaine. Et ce sont les drones ukrainiens qui l'ont emporté. Oui, des troupes de l'armée de terre américaine qui ont affronté des pilotes de drones ukrainiens dans un exercice. C'était il y a quelques mois. Ça s'est pas vraiment très bien passé pour les Américains. L'entraînement était baptisé Combine Resolve. Il mettait en scène 3500 soldats américains, des troupes au sol accompagnées de divisions blindées, d'hélicoptères, de drones. Ils sont en rotation en Allemagne et équipés d'un système standard de guerre électronique et anti-drone. Ils se sont affrontés dans des exercices avec les Ukrainiens. L'objectif était d'échapper au repérage des drones ukrainiens. Sauf que les blindés lourds qui ont soulevé beaucoup de poussière ont été aisément repérés par les drones ukrainiens, les drones de reconnaissance, suivis donc d'appareils largueurs d'explosifs pilotés en caméra subjective qui ont neutralisé une brigade blindée américaine avec une vélocité telle qu'il fallait d'ailleurs réintroduire de nouvelles unités de drones ukrainiens pour permettre à l'entraînement de se poursuivre. Preuve que l'armée américaine n'est pas encore au point face à ces drones, à cette nouvelle guerre. Elle n'a pas tiré les leçons de la guerre qu'elle mène
ukrainienne au Moyen-Orient cette année où des drones iraniens à longue portée ont tué, blessé des soldats et détruit des aéronefs. Preuve surtout que les Ukrainiens sont en train de devenir une des armées les plus puissantes et expertes dans la guerre des drones, particulièrement redoutable dans ce conflit de position, comme c'est le cas face à la Russie. D'ailleurs, sur le front russe, il y a de moins en moins de chars qui ont été détruits et des portions entières sont désormais dépourvues de blindés. L'exercice a montré que les Américains avaient du mal à protéger ces mêmes blindés en cas de déplacement, faute de savoir mieux se disperser, mieux se dissimuler et surtout de maîtriser la guerre électronique. Et ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens font étalage de leur maîtrise. En mai dernier, déjà, les opérateurs ukrainiens avaient vaincu des forces britanniques, des forces estoniennes, des forces suédoises et d'autres pays de l'OTAN lors d'un exercice dans la région de la Baltique. Merci beaucoup Thomas. Elisabeth, les Américains et leur puissante armée ont à apprendre des Ukrainiens, notamment sur les drones. Notamment sur cette question. Donc cette question de drones, et surtout, c'est pas simplement fabriquer des drones qui est toute une question, mais c'est se protéger de ces drones. Les Américains ont été parmi les premiers à créer ces grands drones Reaper qu'on utilise toujours. Mais cette protection des drones, on a vu au Moyen-Orient notamment, c'est pas que des Américains. Tous les pays du Golfe se sont rendus compte que cette question de se protéger des drones, on n'avait pas posé les questions de la bonne façon. Les Ukrainiens, pour le coup, nous montrent leur savoir-faire. On les a vus exporter des conseils dans les pays du Golfe. Pour les Américains, on voit cet exercice-là, mais on ne voit pas les drones que les Ukrainiens ont justement livrés aux Américains pour qu'ils expérimentent avec les moyens ukrainiens, parce qu'ils sont en train aussi, eux, de travailler de plus en plus avec les Ukrainiens pour trouver une solution à tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui dans cet exercice. Et Benoît Billon, on peut dire que dans la guerre des drones, dans les drones, les Ukrainiens sont les meilleurs au monde actuellement. Ils sont aujourd'hui très clairement en avance sur l'OTAN. Malheureusement pour nous, le seul pays qui fait compétition à l'Ukraine dans les drones, c'est la Russie. Et donc d'où l'importance de ces exercices pour tirer tout le parti qu'on peut de l'excellence ukrainienne en matière de drones, avant d'avoir peut-être à subir demain, alors que ce soit face aux Russes si jamais ça devait se produire. Mais en fait, dans n'importe quelle guerre, aujourd'hui en Afrique, vous avez une prolifération des drones qui fait que n'importe quelle opération extérieure d'un pays européen pourrait se retrouver face à ce type de menace. Vous avez en Ukraine des mercenaires qui ensuite rentrent chez eux, transmettent leur savoir-faire. Donc il va y avoir une prolifération de la menace drone. On a la chance avec l'Ukraine d'avoir un pays qui est effectivement à la pointe de l'emploi de ce type de système, et c'est pour ça que ces exercices existent en fait. Je dirais que d'une certaine manière, nous sommes là pour nous faire battre par les Ukrainiens, pour pouvoir apprendre de leur méthode, apprendre de leurs moyens, apprendre de leurs tactiques, à la fois pour nous-mêmes pouvoir les mettre en œuvre, mais aussi et peut-être surtout pour pouvoir s'en protéger, parce que nos armées ont un mode de travail qui repose sur la capacité à manœuvrer, pour éviter justement de tomber dans la guerre de position comme celle qu'on voit en Ukraine. Et pour manœuvrer, il faut être capable de se protéger de ces drones, sinon vous êtes obligé de vous enterrer. Et donc c'est tout l'enjeu de ce type d'exercice aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis aux Ukrainiens de devenir les meilleurs du monde ? C'est au début de la guerre. Le chef d'état-major des armées, Zaloujny, a dit, là on produit quelques milliers de drones par mois. Il faudrait qu'on puisse produire 1 million de drones par an. Et à l'époque, ça paraissait fou, mais Zelensky l'a suivi. Aujourd'hui, les Ukrainiens fabriquent 10 millions de drones par an. Et récemment, Zelensky a dit mon objectif, c'est de passer à 20 millions de drones par an. Ça veut dire, c'est gigantesque. Ça dépasse toutes les capacités européennes. Et s'ils arrivaient à 20 millions, et américaines aussi, européennes et américaines aussi. Donc, la puissance ukrainienne, c'est d'avoir compris, grâce à Zaloujny, chef d'état-major, que l'avenir de la guerre se jouerait sur une guerre de drones, et d'avoir lancé une compétition. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de grandes sociétés, il y a des centaines de sociétés, mais cinquantaine de grandes sociétés ukrainiennes qui sont présentes sur le marché militaire internationaux de vente d'armes, au point qu'ils viennent d'ouvrir un bureau à Berlin. Enfin, maintenant, Zelensky a ouvert
le marché de l'exportation des drones. Donc ça veut dire qu'il y a une 50aine de grandes sociétés ukrainiennes qui sont capables de lancer des joint ventures. Et c'est la raison pour laquelle, au mois de fin juillet dernier, l'Union européenne a signé le drone deal de 1 milliard d'euros avec l'Ukraine. Ça veut dire maintenant, c'est plus on vous achète des drones ou on vous produit des drones. Maintenant, c'est on produit ensemble des capacités avec nous. Par exemple, français, on a Safran, on a des sociétés extrêmement précises en optique, par exemple, ou en système informatique. Les Ukrainiens, eux, ils fournissent forcément l'expérience du terrain. Et ensemble, ça va permettre de produire une industrie européenne des drones. C'est ça la grande force des Ukrainiens, c'est d'avoir accepté d'ouvrir leur marché, de l'avoir multiplié, et maintenant, voilà, avec le système Frija, là, qui vient d'être signé au mois de juillet aussi à Paris, de concevoir un système de défense antimissile. Vous demandiez qu'est-ce qui a permis aux Ukrainiens d'aller si vite dans les drones. C'est aussi tout simplement l'agression russe il y a 4 ans et demi. Par la force des choses, ils ont été contraints d'aller extrêmement vite. Alors vous parliez de la production de masse, et c'est vrai que c'est très impressionnant, le nombre de drones qu'ils arrivent à sortir chaque jour. Alors, Gwendoline de Bono, qui était avec nous tout à l'heure, a pu visiter, et de manière assez exceptionnelle, une usine de drones longue portée. Ceux-là, même qui vont frapper en Russie à 1200, 1300, 1400 km, ils en sortent 200 par jour. Ils en sortent 200 par jour. Donc il y a une production de masse très importante, et puis il y a une capacité d'innovation qui est absolument phénoménale. Vous avez des armées d'ingénieurs qui, à Kiev, inventent des nouveaux systèmes de drones aériens, terrestres, navals, et ils les testent immédiatement sur le terrain, malheureusement, puisqu'ils sont en guerre. Et c'est vrai que les Américains ont appris beaucoup lors de ces exercices. Je sais qu'en France aussi, la DGA regarde énormément ce qui se fait en Ukraine. Et par exemple, les stands de dronistes à Eurosatory avant l'été étaient observés très attentivement par beaucoup d'armées du monde. Et vous parlez de tests immédiats sur le terrain. C'est ce que nous dit aussi ce droniste ukrainien qui nous raconte. On est maintenant à Kiev. Et si on saute dans une voiture, 10 heures plus tard, on est sur le front. Donc si je construis la nouvelle version d'un produit pour l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner, il est testé. L'IA change la donne dans cette guerre. C'est aussi une guerre d'ingénieurs. Voilà, c'est pas lourd comme process, Benoît Billan, c'est extrêmement rapide. Oui, parce que c'est la guerre, et que quand c'est la guerre, vous vous débarrassez de toute la gangue administrative qui régit les programmes d'armement en temps de paix. Vous êtes dans une innovation en boucle très courte. Ça a un effet. En fait, c'est nécessaire parce qu'en face, les contre-mesures s'adaptent aussi vite, et donc il faut être en permanence avoir ce coup d'avance sur la guerre électronique, sur les mesures de défense aérienne, pour justement pouvoir continuer de produire l'effet sur le terrain. Les Ukrainiens ont adopté un système où ils ont un peu marié des entreprises et des unités, c'est-à-dire qu'en fait ça permet de tester en temps réel, d'avoir des retours du front, et ensuite de faire des adaptations. Et dans le même temps, il y a aussi une adaptation des tactiques, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus tout à fait les drones aujourd'hui comme on les utilisait en 2022. C'est pas nécessairement les mêmes, ils sont plus petits, ils travaillent de manière combinée entre différents modèles de drones. Donc tout ça est complexe à mener, mais fonctionne bien dans ces boucles d'adaptation courtes. Alors l'Ukraine a un avantage dont on l'a évoqué, mais on n'a pas insisté dessus. Je pense que c'est fondamental d'insister dessus parce que c'est important de le savoir aussi pour nos pays. C'est que c'est un pays qui avait la chance de bénéficier d'une base d'ingénieurs et de scientifiques importante. L'Ukraine, c'était un tiers du complexe militaro-industriel soviétique, c'était des écoles d'ingénieurs de bon niveau, c'est une tradition mathématique, et donc tout ça permet d'avoir des gens qui ont pu passer d'un job civil à la production et à l'innovation sur des matériels d'armement en temps de guerre. Aujourd'hui, quand on regarde nos programmes d'enseignement en Europe occidentale, on ferait bien de réfléchir à ça pour former beaucoup plus d'ingénieurs, parce que ça nous servira en temps de paix, mais si jamais on en a besoin, ça sera... c'est pas des gens comme moi, hein, je suis historien de formation, s'il faut que je bricole des drones, je suis rigoureusement incompétent. Il nous faut plus d'ingénieurs. Et ça, c'est une des grandes leçons de ce conflit. Et face à l'Ukraine, la Russie est montée en puissance aussi sur les drones depuis 4 ans. Oui, c'est une... Il s'observe de près, et voilà, par exemple, lorsque les
les Ukrainiens ont remarqué qu'il y avait des drones russes qui étaient capables de s'émanciper du GPS, par exemple, immédiatement, les Ukrainiens ont inventé des drones qui fonctionnent sur des cartes et non pas guidés par des satellites. Donc ça, ils s'observent en permanence. C'est la même chose pour les drones autonomes qui sont capables d'aller à plus de 2000 km en Russie. À un moment, ils s'émancipent du droniste. Ça veut dire, et là aussi, c'est parce que du côté ukrainien, on a vu comment ça fonctionnait du côté russe, qui se sont dit, nous, on peut faire pareil. Voilà, c'est classique dans les guerres. Les guerres, c'est le moment les connus d'invention, d'ingénierie de la bombe atomique au drone aujourd'hui. Simplement, je pense que les Ukrainiens ont quand même l'avantage d'avoir la capacité de coopérer avec des Américains, avec des Européens. Je parlais de Safran tout à l'heure, mais il y a aussi cette société américaine Palantir, je crois, qui fournit des systèmes extrêmement perfectionnés en intelligence artificielle, ce que n'ont pas les Russes, là, pour le coup. Donc c'est pour ça que là, on considère que les Ukrainiens ont quand même 3 coups d'avance en matière de drones et de systèmes anti-drones, et bientôt de missiles, puisqu'on parle de missiles à longue portée qui seraient prêts à partir du mois d'octobre prochain. Mais pour l'instant, non, ils ne sont pas prêts, et donc c'est la raison pour laquelle la situation est extrêmement difficile pour les Ukrainiens aujourd'hui, qui se font bombarder. Et je tiens d'ailleurs à dire sur cette question un dernier point, qu'il y a eu quand même, on a parlé de la Crimée, mais on n'a pas parlé du port dans la région de Leningrad, qui s'est fait bombarder cette nuit, à Oust, dans cette région-là, qui est un port... On en a parlé au tout début de l'émission, voilà. Mais très rapidement, effectivement. Mais je voulais dire que c'était un port où était présent Novatek, et Novatek, c'est aussi Total Energy, donc il faut aussi qu'on ouvre nos yeux sur notre collaboration avec Gazprom et avec les sociétés. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Il est 18h et c'est l'heure de votre journal avec Thomas Schnell. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée, c'était la promesse d'Emmanuel Macron, mais le Conseil constitutionnel met son veto. Les sages décident de censurer la loi. Votée le 21 juillet dernier, ils estiment que cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. Écoutez la réaction de la députée Renaissance, Laure Miller. Il ne s'agit pas de remettre en question le Conseil constitutionnel, mais encore une fois, voilà, on a 9 sages, comme on les appelle, qui ont en moyenne plus de 70 ans et qui ont pris une décision, je pense, sans vraiment connaître les ressorts de ces réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression lorsqu'on est sur des plateformes prédatrices qui, pour des raisons de profit, on les connaît toutes, ces plateformes américaines ou chinoises, visent à utiliser les vulnérabilités, notamment des enfants, pour gagner davantage d'argent et pour capter encore davantage leur attention. Les prochaines heures seront déterminantes dans les Landes où l'incendie d'ampleur est toujours en cours. 1 millier d'hectares ont été parcourus par les flammes, 500 habitants évacués. Le massif des Landes de Gascogne brûle dans le département déjà martyrisé par les incendies. De nouveau plongé dans le cauchemar, l'incendie n'est toujours pas fixé ce soir. Et puis en ce début de week-end du 15 août, les voyageurs qui avaient l'intention de partir avec EasyJet feraient mieux de vérifier leur vol. Puisqu'au moins une quarantaine de vols sont supprimés demain à cause de la grève d'une partie des hôtesses et des stewards de la compagnie britannique à Bakou, après l'échec des discussions sur l'amélioration des conditions de travail, alors que ce week-end de chassés-croisés sur les routes s'annonce particulièrement chargé aussi dans les airs. Et les syndicats dénoncent depuis plusieurs mois l'instabilité des plannings, les changements de dernière minute. Le mouvement perturbera aussi les vols EasyJet de dimanche.